Mesdames. Ce sera très bien, ils vont partir tous les jours. Donc voilà, je voulais juste me permettre un petit mot par rapport à ce qu'on a pu évoquer ce matin. Là où on vous a présenté le dispositif vagabondage, je veux dire qu'actuellement, avec une médiathèque départementale, on va démarrer une réflexion sur la démarche facile à lire. Il y a déjà des formations qui ont eu lieu là-dessus. Donc voilà, dans l'idée, c'est de proposer des collections qui vont être adaptées à tous les publics dits empêchés, puisqu'on parlait ce matin de l'élargissement des publics auprès des bibliothèques. Donc voilà, sachez que cette démarche commence à se mettre en place, qu'on commence à y réfléchir dans l'idée de vous proposer des supports adaptés de la même manière que vous avez vagabondage. Il y aura d'autres propositions qui vont se développer. Et puis là-dedans, facile à lire, il y aura peut-être du facile à jouer aussi, qui devrait trouver sa place dans ces propositions. Voilà, juste ça. Je laisse la parole à Armand Bégris. Bonjour à tous et toutes. Merci de votre accueil. Alors moi, je m'appelle Cécile Bory, donc je suis coordinatrice donc de la ludothèque Mikado, donc à l'association Arpambéry, et aussi référente REAP, donc le réseau d'écoute d'accompagnement à la parentalité, donc avec la CAF et la conseil départementale du Cher. Donc, je vais vous présenter donc mes deux collègues ici présents. Bon, c'est un peu difficile de passer derrière FM2J, voilà, on n'est pas des conférencières expérimentées. Comme je dis souvent, on est très bon en animation. On pense être bon en animation, mais la communication, c'est pas forcément notre point fort. Donc vous nous excuserez si parfois on peut être un petit peu intimidé ou maladroite. Voilà, donc c'est un exercice difficile. Donc je vous présente donc Élodie Clément, donc ma collègue, qui est animatrice à la ludothèque Mikado depuis 2011, voilà, donc quand même un certain nombre d'années d'expérience, et donc il nous semblait aussi intéressant de faire le lien donc, avec Anne-Marie Rousset, ici présente, donc, qui est toute jeune retraitée mais très occupée. Et encore plus active, donc, qui était animatrice, responsable des animations à l'EHPAD Les Vallières d'Henrichemont. Pardon, les Cèdres d'Henrichemont, pardon. Et donc, Anne-Marie, on a travaillé ensemble depuis de longues années, et voilà, depuis 2003. Et donc, ça me semblait intéressant aussi. Alors nous, on ne va pas vous faire de grands discours, on va être vraiment dans le partage d'expériences et vous faire un retour un petit peu de nos animations au quotidien. Voilà, de manière très concrète. Alors juste en quelques mots, très brièvement, juste pour vous présenter donc l'Arpambéry, donc c'est l'association des réseaux parents professionnels enfants. Donc qui regroupe différents services, donc principalement des services petite enfance itinérants. Donc, en résumé, notre ADN à tous les services, c'est l'itinérance. Voilà. Donc les haltes garderies, kangourous, le kangouret, vous avez peut-être déjà vu les camions passer avec des gros kangourous, donc ce sont des crèches itinérantes. Donc une sur le nord du département, une qui sillonne le sud, un relais d'assistants maternels. Et on a aussi donc un service d'appui et d'accompagnement à la gestion pour 14 crèches parentales dans le département. Et donc la spécificité avec un service ludothèque, donc la ludothèque Mikado, principalement itinérante, et, mais qui tout public. Voilà, la spécificité de la ludothèque, c'est que nous, on est vraiment transversal à tous les publics. C'est qu'on intervient aussi bien de la petite enfance jusqu'au l'accompagnement des aînés, en passant par les écoles, les collèges, les lycées, les fêtes de village, l'événementiel. Moi, voilà, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, en gros, l'Arpambéry, et donc je vais aller directement... Alors, l'ensemble du département du Cher. Voilà.
Et donc la ludothèque fixe donc est située à Enrichemont depuis 2 ans, et nous sommes agréés espace de vie sociale par la CAF. Donc là, c'est un lieu d'accueil les mercredis, les samedis et sur des actions plus ponctuelles, où on est là aussi pour contribuer à l'animation de la vie locale. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans toutes les actions portées par la commune d'Enrichemont et la communauté de communes des terres du Haut-Berry, sur le plan culturel principalement. Voilà, et donc à ce titre-là, on intervient dans les médiathèques, avec les médiathèques de la communauté de communes. On intervient auprès des bénévoles et on coordonne différentes actions, et on anime aussi, par exemple, on participe au trail des Hautes-Terres, on participe voilà, à différentes actions portées par la communauté de communes. Voilà, tout ce qui est action famille, enfance, famille, et voilà. Et on intervient principalement aussi sur les actions intergénérationnelles. Donc on va vous parler plus spécifiquement aussi de cet aspect-là. On intervient au collège d'Enrichemont, auprès de l'école primaire et maternelle d'Enrichemont, de Neuville-de-Clocher, voilà, les actions sur le territoire, et aussi dans les médiathèques. Voilà, on se déplace dans toutes les structures qui souhaitent faire appel à nos services. Pour faire le lien avec les EHPAD, aujourd'hui on intervient à l'EHPAD des Édangilons, voilà, on intervient à l'EHPAD de Fussy, on intervient dans les résidences autonomie, donc principalement Mentou Salon, et puis la résidence de Saint-Doulchard aussi, de manière un petit peu plus ponctuelle. Alors là, c'est vraiment, on y va tous les mois, voilà. On a une séance par mois avec ces différentes structures, et puis on coordonne tous les ans une grosse action, donc la fête intergénérationnelle qui se déroule au mois de juillet, en général l'avant-dernière semaine de juillet, donc à Enrichemont, à la salle polyvalente, et c'est une action que l'on mène conjointement avec les EHPAD qui souhaitent y participer, avec les médiathèques du territoire, que je salue au passage et qui nous soutiennent dans nos actions aussi. On est dans la réciprocité des échanges, donc c'est très riche. Et donc le centre de loisirs, l'espace jeune d'Enrichemont, et le relais assistant maternel, les crèches du territoire. Donc voilà, c'est une action assez importante et qui fait son effet sur le territoire, et donc ouvert à tous, que l'on soit parent particulier ou adhérent d'une structure, voilà, c'est une action. Voilà. Alors brièvement, donc c'est quoi une ludothèque? Donc on va rejoindre un petit peu ce qui a été dit ce matin. Nous, on est vraiment sur le plaisir de jouer. C'est notre leitmotiv, le plaisir, et après, le plaisir, comme cela nous a été expliqué ce matin, va induire automatiquement plein d'autres choses. Mais voilà, souvent, des fois, on veut faire appel à nous en disant on aimerait que vous puissiez, ça viendra, mais avant nous, on est là pour procurer du plaisir. Voilà. Donc notre mission, c'est de promouvoir l'activité ludique, et donc de faire partager le plaisir de jouer à tous, et vraiment pour tous les âges. Souvent on nous dit la ludothèque c'est pour les enfants. Non, c'est vraiment pour tous les âges. Et on a des geeks parmi nos adhérents qui sont des adultes, des joueurs, mais des passionnés de jeux. Et voilà, donc c'est vraiment pas réservé aux enfants. Donc c'est la ludothèque, qu'elle soit itinérante ou fixe, c'est un lieu d'accueil, d'échange, de rencontres, où les familles, les pros de divers horizons peuvent jouer sur place ou emprunter des jeux et du jouet. Voilà, on a aussi cette vocation de permettre le prêt de jeu. Aujourd'hui, en adhérents très réguliers, on a environ 160 adhérents sur Enrichemont et les alentours.
qui viennent de manière très très régulière. Voilà. Donc on a aussi dans notre mode de fonctionnement, et c'est un choix, un fonctionnement très souple pour permettre aux familles, on ne limite pas le nombre d'emprunts, on a droit à 3 jeux et jouets par prêt, mais si la personne veut venir changer toutes les semaines, elle peut changer. Voilà, on a aussi ce mode de fonctionnement qui est très souple. Et le jeu, voilà, il est vecteur d'expérimentation, de socialisation et d'intégration. Il assure, il contribue au lien parents-enfants et au lien intergénérationnel. On y reviendra un peu plus dans le détail. Et c'est un moyen de permettre l'accès à tous aux loisirs. C'est aussi un moyen de lutter contre la perte d'autonomie, de lutte contre l'isolement, et c'est un lieu d'éveil. Donc comme je vous le disais, la ludothèque, elle s'adresse à tous les publics. Toute personne peut venir à la ludothèque, soit en étant adhérent, soit en venant à nos différentes actions. Alors quand on se déplace sur de l'événementiel, c'est toujours gratuit pour le public. Voilà. C'est ce qu'on met aussi nous en avant pour rendre vraiment l'accessibilité à tous. Donc voilà. Au niveau des jeux, donc là vous voyez un petit peu, là c'est une photo de notre espace sur Enrichemont. Alors on a retravaillé sur l'aménagement de l'espace depuis cette photo, suite aussi à une formation que nous avons effectuée avec FM2J, parce que la ludothèque, c'est aussi des professionnels qui sont là pour encadrer, accompagner et conseiller. Voilà. Et on a aussi pour vocation d'animer. Et donc moi je tiens à cette notion d'animation. Animer, c'est faire vivre. Voilà, si on prend la définition en latin de animus, ça veut dire faire vivre. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Après, ce que je vous montre là, c'est le site. Hein. Je ne vais pas m'étaler sur le site, mais c'est quelque chose que vous pouvez aller consulter. Vous y verrez toutes les informations. Donc la ludothèque en lieu fixe, des animations et des ateliers jeux donc pour les scolaires, les centres de loisirs, les accueils jeunes, les maisons de retraite, les établissements spécialisés. On a travaillé beaucoup avec le pôle ressources, le pôle inclusion, pôle ressources, avec lequel on a créé des malles pédagogiques aussi, des malles Snodelen, des malles avec du matériel de motricité fine, pour permettre l'accès aux loisirs, aux jeux pour tous. Les crèches, bien évidemment. On a aussi des malles à thème, voilà. Et puis après, on a aussi une partie prestations, donc lors de manifestations culturelles, sur de l'événementiel aussi. On participe tous les ans au festival Moment Théâtre, si certains d'entre vous connaissent, donc qui est coordonné par l'association Théâtre Bambino. Moi je coordonne l'action Famille un été à Bouleret aussi. Il y a à la fois des spectacles, mais aussi toute une partie accessible aux familles et jeux. Donc voilà, cette partie-là. Et puis on fait aussi soit de la location, pour tous les publics, et de la location aussi pour les professionnels, donc de malles de jeu avec des thématiques nature, alimentation, découverte du monde, émotion, des malles émotions, zéro déchet, etc. Donc juste à titre d'exemple, la ludothèque aujourd'hui c'est 1600 jeux. Voilà. Donc tout n'est pas dans le camion, tout n'est pas dans notre local, mais donc il y a un fonds de jeu qui est assez conséquent. On est subventionné principalement par la caisse d'allocation familiale du Cher, le conseil départemental qui nous soutient aussi dans nos actions au quotidien, et voilà, différents appels à projets. Donc on est une structure associative, voilà, accompagnée par des bénévoles et des parents très investis. Alors pour en revenir au sujet, donc
l'objet de notre intervention aussi, c'est nos animations dans les EHPAD. Donc la ludothèque intervient donc de longue date dans les établissements. Alors comme je vous le dis, soit de manière régulière, donc c'est des conventions qui sont établies entre les établissements et notre structure. Alors on s'adapte à la demande des équipes. Ça peut être une fois par mois, certains préféreront un mode de fonctionnement une fois tous les 2 mois. C'est vraiment à la carte, c'est quelque chose, c'est un accompagnement qu'on va construire en fonction des besoins, des envies et des possibilités aussi de la structure et des professionnels. Voilà. Dans l'itinérance, on a la spécificité de s'adapter à toutes les situations, à beaucoup de choses, quoi. Et donc Élodie intervient beaucoup en animation. Anne-Marie nous a accompagnés pendant pas mal d'années. On a pu monter des projets ensemble, donc c'est pour ça que ça me semblait important que toutes deux puissent aussi vous faire part de leur témoignage. Et donc Élodie, elle intervient tous les mois en animation dans ces différentes structures. Je pense que c'est un événement, c'est un moment qui est attendu par les résidents. Des fois, on arrive sur le pas de porte et on a déjà quelques résidents dans les foyers logements qui sont là à nous attendre pour nous aider à installer. Voilà, les jours sont bien notés. Et c'est vrai que, comme j'accompagne moi Élodie sur les animations, on peut y déceler une certaine impatience, une certaine envie des résidents. Et alors certains nous connaissent de longue date, on les accompagne aussi nous depuis longtemps. Donc il y a un lien très fort qui s'est tissé au fil des années. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de nous adapter. Comme cela a été expliqué ce matin, il faut savoir regarder, jauger, faire jouer sans être trop intrusif. Donc c'est pas toujours facile quand on arrive en animation dans les débuts de trouver sa place. Et donc c'est tout ça que l'expérience, alors Élodie le fait de manière très naturelle et très professionnelle. Et donc est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu simplement déjà comment ça se passe quand tu arrives dans l'établissement, un petit peu le cheminement, voilà, nous dire comment voilà, la partie aménagement, etc. Ça vous permettra de vous mettre un petit peu dans le contexte. N'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des choses dont vous avez besoin, ou voilà, on est dans l'échange. Et voilà. Du coup, merci. Bonjour. Donc moi, mon petit retour d'expérience, je suis beaucoup sur le terrain, donc j'y vais donc depuis 2011 où je travaille à la bibliothèque, j'y vais dans les établissements de personnes âgées, et oui, à hauteur d'à peu près 4 établissements par mois sur environ 10 ou 11 mois par an, donc c'est quand même très très régulier. Moi, le petit retour que je voulais faire, c'était vraiment mon objectif, en fait, quand j'y vais. Donc, ça va redire un petit peu aussi des choses que Cédric a indiquées ce matin. Donc, moi, c'est vraiment y aller et faire en sorte qu'au moment où je repars de l'animation, il y ait un maximum de personnes qui soient contentes, en fait, tout simplement, contentes de l'instant passé. Et de l'expérience vécue à travers les objets proposés. Et donc, comme pouvait dire Cédric, l'expérience qu'on peut avoir avec soi-même dans la partie, le bénéfice qu'on ressent soi à être là, et l'expérience collective. Et donc, du coup, pour ça, je pars des personnes qui sont autour de moi, qui vont être présentes, en fait, qui se présentent au temps de jeu. En sachant que globalement, déjà, les jeux en eux-mêmes répondent à la plupart des besoins que pourraient avoir les personnes en venant là, c'est-à-dire par exemple besoin de sortir du quotidien, besoin de se faire plaisir,
besoin de maîtriser des instants ou de se souvenir, besoin de sortir de l'isolement, d'être en groupe ou de retrouver des sentiments d'appartenance, enfin faire communauté. Donc les jeux, globalement, les temps d'animation jeux répondent globalement à tous les besoins, je pense, des personnes. Ensuite, je pense aussi qu'avec la diversité des jeux, ça répond à la plupart des compétences. Quelles que soient les compétences des joueurs, on trouve toujours un objet qui lui permet de se valoriser à cet instant-là. Et puis aussi au niveau des désirs, selon les thèmes de jeu, ce qui peut être expérimenté dans la partie, choisir leur jeu, choisir l'action qui est mise en place pendant la partie. Ça y répond beaucoup. Et donc, en partant de donc, du coup, j'essaie de me concentrer plus sur comment faire le lien vers le plaisir, puisque je sais que ça va répondre à leurs besoins, à leurs compétences, à leurs désirs. Du coup, moi, je me concentre sur le lien avec le plaisir. Et c'est là que c'est un petit peu plus délicat, puisqu'il y a des personnes assez différentes selon les établissements, notamment au niveau de l'autonomie, que ce soit du déplacement, de l'expression de soi, ou même de se reconnecter à ses propres besoins pour les dire. Des fois, c'est un peu oublié. Il peut y avoir pas mal de personnes un peu qui prennent des habitudes de passivité dans leur vie. Que le jeu est là un peu pour apporter à nouveau d'être acteur un instant de sa joie, quoi, entre guillemets. Et donc, du coup, par rapport à un certain nombre de personnes qui sont potentiellement des joueurs depuis toujours, on voit qu'il y a déjà souvent des groupes de joueurs déjà formés dans les établissements qui se retrouvent entre eux en dehors de nos interventions, donc qui ont l'habitude de se rassembler, de savoir ce qu'ils veulent et qui savent déjà le plaisir que ça leur procure. En fait, ils le font. Mais pour toute une gamme de personnes qui n'ont pas eu la facilité de jouer, soit par les époques où, comme disait un peu Cédric, ou un moment où le jeu pouvait être perçu vraiment en contradiction avec l'enfance, en décalage, les jeux pour les enfants, pas pour les adultes travaillent. Donc il y a plein de personnes qui ne donnaient pas le droit de jouer, ou alors de donner un statut que intellectuel aux jeux, les jeux de lettres, les jeux de chiffres, et du coup c'est pas forcément pour moi, il y a plein de personnes qui le pensent. Et du coup spécifiquement, moi je m'accorde spécifiquement à essayer d'améliorer pour les personnes qui ont des difficultés vis-à-vis de la rentrée en jeu, en fait. Aussi, soit par des difficultés, soit par cette étape de vie, que de vieillir, que de vivre des pertes successives de l'habitat, de la santé, de ses proches, de ses choix, de son autonomie, de sa liberté. Donc ça crée des creux un peu chez les personnes, des fragilités ou des baisses de morale, des baisses de confiance. Et donc c'est plutôt là qu'il me semble important de veiller à faire en sorte qu'à l'issue de ce temps de jeu, ils aient pu se relâcher, avoir un lâcher-prise vers la partie pour avoir du plaisir, quoi. Les initier à être avec eux-mêmes et les autres, mais sans vouloir répondre à des attentes extérieures, mais aux leurs. Et c'est pas toujours évident. Oui, donc la notion d'instant présent est plus qu'importante dans ces moments-là, oui. Et moi j'avais une question, c'est une difficulté que je rencontre sur le plan d'animation, c'est la stratégie que vous mettez en place pour aller chercher le résident dans son espace, moi je travaille en résidence autonomie, dans son espace privé, parce que souvent, moi je suis confrontée à des personnes pour des raisons X ou Y qui vont rester chez eux, donc c'est un espace privé. Je voulais savoir si vous mettiez en place avec l'équipe d'animation des stratégies spécifiques pour justement aller au-devant de ces personnes-là et justement leur faire passer le seuil de leur appartement. Oui, alors moi pour ma part, j'y suis pas beaucoup dans cette motivation à l'interne des établissements. Le peu de moments où je peux le faire, c'est vraiment parce que j'ai créé du lien avec les personnes précisément et que je me suis souciée d'avoir distribué par exemple la série de dates où on va venir et que chaque personne reparte avec la petite date
pour essayer au maximum qu'elle puisse y penser, ou par connaissance, dire bon une dame que je connais qui vient à l'animation, est-ce que tu peux aller chercher un tel, notamment plus pour les foyers logements, où ces personnes sont autonomes et peuvent circuler, peuvent avoir oublié l'instant. Après, pour les EHPAD, peut-être que toi, tu pourrais plus en dire, du coup, sur la manière d'aller rechercher. Alors, sur les EHPAD, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y en a qui sont habitués à rester, oui, dans leur chambre, pas trop. Mais bon, après, c'est la confiance. Et quand ils ont confiance, on arrive à les sortir quand même. Et après, c'est quand même quelque chose de régulier. Donc, ils savent les dates, ils sont affichés dans leur chambre, tout. Et petit à petit, je ne dis pas que c'est dès le départ, mais mais il faut beaucoup travailler, oui, la confiance. Et ritualiser en fait le temps. oui, voilà. Donc, mais quand ils ont confiance, ou même, par exemple, si c'est pas l'animatrice, ça peut être une autre, qui a plus confiance, et petit à petit, on arrive quand même à les sortir, et après ils sont habitués, et ils nous demandent quand est-ce que Mikado vient, ou même les enfants aussi. Je veux juste, sur la notion de rituel, je pense qu'elle est assez importante aussi, et ça rassure, et c'est pour ça que par exemple dans la programmation des animations qu'on peut mettre en place, moi avec les animateurs des EHPAD ou des foyers logements, ce qu'on essaye de faire, par exemple, c'est de dire Mikado vient tous les premiers jeudis de chaque mois. Comme ça, dans l'esprit du résident, c'est rituel. Il sait que le premier jeudi de chaque mois, il y a Mikado, ou le troisième mardi de chaque mois. Et donc, ça permet d'amener un rituel. Et c'est vrai que, alors, sur le fait de toucher plus les résidents et de les amener vers nous, c'est plus les animateurs de structures qui, eux, le font. Par contre, nous, effectivement, notre rôle, c'est de mettre des jeux qui sont accessibles à tous. Et justement, par exemple, moi, je le dis aussi sur les animations événementielles, on parlait des grands jeux en bois. C'est le moyen le plus facile de pouvoir accrocher les personnes, parce que des fois, la relation à l'autre est parfois compliquée. Ce sont des jeux qui sont plus ou moins instinctifs. Et quand les personnes arrivent à aller librement vers ce type de jeu, elles vont tester, et puis petit à petit, nous, on va approcher les personnes, et puis des fois, ça arrive en fin d'après-midi, on a réussi à les conduire sur des jeux un petit peu plus... avec des règles un petit peu plus perfectionnées, voilà. Mais je pense que ce côté de jeu libre aussi, il est important. Et ce qui était bien dit ce matin, le fait de rendre accessible. Souvent, oui, on a peur de ne pas réussir, du regard de l'autre. Donc ça, c'est vraiment aussi dans la posture de l'animateur de conduire par rapport à ça. Et, oui, par rapport à ça, moi je rajouterais juste aussi ce qu'a dit Cédric. Donc il y a vraiment une importance pour les personnes pour qui c'est plus difficile de se laisser aller à venir en groupe ou se confronter à un jeu et aux autres autour d'un jeu, de remettre l'accent sur de toute façon la diversité des objets, qu'il puisse y avoir une multitude de formes possibles, de mécanismes de jeu possibles pour vraiment s'adapter à quelque chose qui ne fonctionnerait pas. On peut ressortir autre chose, dégainer et affiner petit à petit en fonction de ce qui se passe avec une première proposition. Mais aussi, du coup, comme disait Cédric, le cadre dans lequel on évolue est vraiment facilitateur de jeu. Par exemple, d'être dans des espaces, j'ai envie de dire, assez un peu dédiés. Lui, vous voyez, il disait qu'il met un peu des cloisons ou des choses comme ça. Un espace un peu dédié où on va pouvoir se concentrer, se centrer, pas forcément avec des lieux de passage ou des courants d'air ou des grands écrans ou de la musique, parce qu'à chaque fois, ça peut être un élément qui nous fait à nouveau sortir du jeu, et ça peut être déjà pénible de passer 2 heures à faire des choses, parfois pour certaines personnes. Donc, comment ?
Donc ce cadre de qualité dédié, important pour moi, et aussi finalement un cadre affectif. Où là, moi, je me mets dedans, les animateurs, parfois des parents qui viennent un peu à l'improviste et qui sont là. Donc, ce cadre affectif où vraiment, qui serait vraiment le fait de voir les personnes, vraiment respecter les personnes telles qu'elles sont, ne plus être dans une sorte de course contre la montre de la réussite ou de vouloir les emmener là où ils ne sont pas forcément les maintenir dans des règles de la société, de rapidité, de réussite, mais tout simplement, donc je veux dire par là, plutôt voir des potentiels à nourrir et comment, plutôt que des déficits à combler et devoir les emmener à chaque fois là où on veut, mais non, partir d'un potentiel qui va être développé, essayer de le développer quoi. Et parce que ça va très 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 vite que... Oui. J'aimerais apporter mon expérience par rapport à vous, madame, quand vous me disiez comment on peut aller chercher un résident dans une chambre. J'anime les ateliers jeux de société tous les vendredis dans mon EHPAD. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je vais toquer à la porte, je leur propose l'animation et je lui expose les jeux que je propose. Et quand c'est des résidents qui viennent d'arriver en maison de retraite, je leur dis venez observer sans... Il n'y a pas toujours... la frontière, elle est ténue entre justement proposer et pas aller trop loin, pas devenir intrusif. C'est toujours... c'est que de l'observer. Enfin, oui, mais j'observe aussi beaucoup, mais c'est vrai que la limite, elle est très, très fine. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous rencontriez aussi les mêmes difficultés sur vos temps d'animation. C'est vrai que c'est vraiment ténu. La limite, elle est vraiment... C'est frustrant aussi. Oui. C'est compliqué. Bon, en plus, en résidence autonomie, contrairement à l'EHPAD, c'est vraiment les appartements, c'est le domaine privé. Donc, les chambres, c'est pareil. En EHPAD aussi, les chambres, c'est pareil, c'est une sphère privée. Ah oui, c'est la sphère privée. Oui, c'est la sphère privée. Donc c'est vrai que c'est vraiment une limite, quoi. Sauf que vous, ils n'ont pas, je crois, l'obligation de participer. Ils n'ont aucune obligation, sur un temps de juste pour qu'ils vous montrent qu'ils sont encore vivants, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a du personnel quand même qui intervient, heureusement, quand même régulièrement tous les jours. Mais sur les temps d'animation, si moi je commence une animation à 15h et que le résident veut venir à 16h ou 16h30, c'est possible. Et moi, il faut que je puisse, en mesure de l'intégrer sur ce que je suis en train de lui proposer. Moi, c'est pareil. Oui, vous aussi. Oui. Non, l'EHPAD, je ne sais pas, j'ai pas... C'est libre. Ça dépend quelles animations on met en place. Sur les... Désolé, je peux... Pour les animations de jeux de société, si la partie est en cours, le résident observe et attend la fin du jeu suivant ce que c'est comme jeu. Mais sinon, il vient à l'heure où il veut. On définit une heure de départ, on va dire 15h, 15h15. Ça se termine à 17h ou 16h45. Entre-temps, sur le temps de jeu, il vient quand il veut, il part quand il veut. C'est libre. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne avec... c'est vrai que c'est une complexité à prendre en compte. Ouais. Donc oui, ma collègue me dit qu'il faut insister sur le jeu libre. Non, mais... Sauf que je le mets assez peu en place, mais pour une bonne raison, c'est que c'est pas forcément les demandes des animateurs dans l'EHPAD. Il y a plus une recherche de valorisation des compétences, enfin de maintien des compétences intellectuelles et physiques, alors qu'effectivement, il y aurait beaucoup plus de besoins, effectivement. Et voilà, tiens, je peux... Oui, non. Et sur le fait de l'adhésion du public concerné, on est bien sur le fait que le public vient ou pas.
il n'y a pas d'obligation. Et ça, je pense que c'est important aussi de le signifier. Ce n'est pas une activité imposée. Donc ils peuvent venir voir, effectivement, attendre que le temps de jeu avec les autres joueurs soit terminé, ou à ce moment-là, on va les lancer sur une autre partie de jeu. Et, voilà. Et il y a aussi des jeux qui rassurent, des jeux qui sont maîtrisés, qui connaissent bien. Donc ça, c'est important aussi de mettre... alors ça a été un débat entre ma collègue et moi, où je disais, au début, je lui disais, est-ce que tu crois que les petits chevaux, c'est nécessaire? Je dis, c'est quelque chose qu'ils font tout le temps. Peut-être qu'on est là aussi, nous, pour amener d'autres choses. Moi, voilà. Et bon, donc c'était un échange qu'on avait pu avoir toutes les deux. Et en fait, les petits chevaux, il est indispensable, parce que c'est le jeu qui va rassurer. Ça ne vous empêchera pas d'apporter après de nouvelles choses, mais c'est le jeu qui va permettre d'établir le contact, un jeu de loi, voilà les jeux qu'on peut tous connaître, et aussi pour certains ça va les ramener aussi à des souvenirs, ça va induire plein de choses au niveau de l'affect, au niveau des sentiments, de la mémoire, et on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est en jouant et en voyant la personne évoluer avec ce jeu-là qu'on va se rendre compte de tout ce que ça peut produire et induire. Donc n'hésitez pas à mettre des jeux du commun, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça. Voilà. Oui, moi je rajouterais juste que donc du coup j'ai principalement des jeux de règles en fait que j'apporte du coup, puisqu'il y a déjà des groupes de joueurs un peu constitués qui aiment un certain nombre de choses, plus une palette de diversité pour les instants qui se présentent. Quand même des jeux de construction, c'est pareil, c'est plus pour répondre à un moment donné où une personne arriverait là sans trop savoir pourquoi, parfois qui déambule et qui arrive là et pour pouvoir lui faire une proposition à ce moment, voir si elle reste ou pas. Donc avec jeu de construction et de manipulation. Et le jeu libre, donc ce qui serait plutôt peluche, poupée, figurine, moi j'avais pas encore assez d'arguments, je pense, pour pouvoir vraiment l'instaurer, en tout cas dans les endroits où je vais. C'est pas toujours évident, effectivement, de repenser à ça, une personne qui joue à la poupée, une adulte qui joue à la poupée. Mais par contre, ça peut être un bon moyen d'introduction pour commencer à en discuter avec les animateurs d'EHPAD dans les temps intergénérationnels. Quand la crèche arrive et que là, du coup, automatiquement, je me permets de mettre une poupée, un petit chat, et ben ça forme une interaction et on peut déplacer l'objet jusqu'aux personnes et peut-être faire comprendre petit à petit l'importance. Et du coup, ça va nous amener sur la partie animation intergénérationnelle qui est très, très importante par rapport aux compétences psychosociales et maintenir le lien social avec les autres. Et donc, il y a la partie animation donc, au sein des établissements, mais il y a aussi le fait de faire venir les écoles aussi, de proposer des animations-jeux avec les écoles, les centres de loisirs. Et donc, c'est vraiment des temps privilégiés de rencontres et d'échanges entre générations. Ça permet aussi, donc aujourd'hui, on a des personnes, parfois la famille est loin. Il y a l'éloignement pour X raisons professionnelles ou autres, et donc les personnes n'ont pas forcément ce lien avec leurs petits-enfants, donc d'échanges entre générations. Et puis c'est pareil pour les enfants aussi, où on a des interactions tout à fait intéressantes, des fois des petits-enfants qui n'ont plus la chance d'avoir leurs grands-parents ou de les voir encore. Et on peut retrouver des choses très intéressantes qui peuvent se reproduire autour du jeu. Et donc, si tu veux nous dire un petit peu, par exemple, toi, Anne-Marie, tu as mis en place aussi des animations donc avec l'école d'enrichissement au sein de l'établissement.
Voilà, donc je suis quelqu'un de très très convaincu depuis très très longtemps. Donc j'étais à l'EHPAD en 1999, donc j'y ai passé presque 22 ans. Il n'y avait pas du tout de jeu à l'époque, hein. Je vous avoue que c'était triste. Hein. Et donc après mon travail, après mes heures de travail, je restais jouer avec eux. On avait des petits chevaux, bien sûr, hein, pas grand-chose, jeu de bois, mais je restais après mon travail. Parce que pour moi, ils s'ennuyaient, c'était assez compliqué, que je ne savais même pas si j'allais pouvoir rester, tellement je trouvais que, voilà, c'était... j'aime pas dire, mais les gens disaient, oui, les EHPAD, c'était les centres de retraite à l'époque, c'est des mouroirs, et effectivement, ils étaient là, ils attendaient. Donc, le pourquoi je restais après mon travail, voilà. Et les personnes atteintes déjà de maladie d'Alzheimer, on ne savait pas trop comment répondre, rien. Donc, c'était mes premières formations. Et après, je suis donc en 2003. Voilà, on a eu le droit, les AMP, d'exercer en EHPAD. Avant, il n'y avait pas d'AMP en EHPAD. On a commencé, oui, ça peut être en 2003, je crois. Et petit à petit, donc effectivement, donc tous les jeux et tout, voilà, sont arrivés quand même. Mikado, qui s'est installé en Richemont en 2003, je crois. Oui, 2003. Donc j'étais à l'initiative avec eux, j'ai tout le temps suivi avec eux. Ils n'avaient pas beaucoup de jeux à l'époque, et l'intergénérationnel. Donc ça, pour moi, parce que j'en suis convaincue hein, depuis le début, que ce soit les tout petits jusqu'au collège, c'est le lien social, la vie. J'ai plein d'expériences hein, où, voilà, des moments, c'était les personnes âgées disaient « Pourquoi tu nous amènes des jeunes ?» Voilà, les ados, c'était tous des voyous, voilà. Puis vice-versa, dans l'autre sens, quand on allait vers les personnes âgées en disant « c'est pas intéressant ». Et en fait, il se crée des liens, mais des liens énormes. Et autour du jeu, ben, c'est encore mieux, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en 2011, on a démarré une fête intergénérationnelle, donc tout simple, hein. On n'était pas nombreux, il y avait Kangourou, l'ARP déjà, et Mikado. Donc voilà, donc avec la crèche, les centres de loisirs, puisque c'est au mois de juillet, donc il n'y avait pas d'école. Et puis petit à petit, voilà, ça a pris de l'ampleur. Donc on avait des thèmes différents à chaque fois. Voilà, plein de thèmes différents. Et en 2019, je crois, on était plus de 600. Donc beaucoup d'EHPAD, on est arrivé jusqu'à 5 EHPAD différentes. Des centres de loisirs un petit peu partout, des assistantes maternelles, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc, la personne âgée ne pense plus à rien d'autre, quoi. Parce que tout le long de la journée, ils peuvent nous dire « j'ai envie d'aller aux toilettes, Vous les mettez devant un jeu avec un enfant, vous n'entendez plus tout ça. J'ai mal là, plus rien. Et ça, c'est du concret, hein, je vous parle, voilà. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de tel que ça. Et ça a été très très longtemps que les collègues dans le soin disaient oui, mais il y a la toilette, il y a tout ça. Moi, pour moi, le jeu et tout ça, ça a été toujours un soin thérapeutique, voilà, parce que pendant ce temps-là, ils ne se plaignent pas, quoi. Donc c'est un soin vraiment comme un autre. Enfin, pour moi, c'est très 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 important, même plus important. D'ailleurs, on demandait, il y avait la douche, il y a la douche, mais il y a les jeux aussi. Ah non, la douche demain, les jeux d'abord. Donc voilà, je suis vraiment plus que convaincue qu'il faut continuer dans cette dynamique-là. Et puis le rapport, et puis la vie sociale, ils sont toujours dans la vie sociale. De faire, voilà, je les ai emmenés à Paris avec un collège, le collège de Vierzon. C'était génial, quoi. On est voilà, les monuments, on a été sur le bateau mouche, et donc il y avait un adolescent pour une personne âgée, et pareil, les mêmes réflexions, qu'est-ce qu'on va faire avec, voilà.
ils ont chanté, mais une relation qui a continué après avec les enfants et les élèves, quoi. Entre autres, on avait une petite dame qui m'a demandé pendant longtemps qu'est-ce qu'il était devenu Paul. C'était drôlement, voilà. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et puis alors, on revient à la maison avec tout ça, on se dit, c'est une réussite, quoi. C'est vraiment, non, c'est génial, tout ce qu'on peut faire maintenant. Il faut continuer. Anne-Marie, elle parle avec son cœur. Hein. Je pense qu'on le ressent tous. Et à travers le jeu, justement, cette notion de plaisir, alors on n'arrête pas, on vous fait la tête comme ça avec le plaisir, mais je vous assure que c'est vraiment le plus important, c'est d'être dans la recherche de ça avant tout. Et on a pu aussi voir des personnes, et on le voit au quotidien, des gens qui se disent parfois ah mais je ne savais pas que je pouvais encore faire ça, que j'étais capable. Et ça c'est quelque chose qu'on entend aussi assez souvent. Ah, je suis encore capable de... Les dames, c'est vrai, les femmes entre autres, quand on leur proposait un jeu, dont une dame que j'ai eue, qui avait 105 ans, enfin on l'a eue pendant 6 ans, et elle me disait, mais je n'ai pas le droit de jouer. C'était pas pour les femmes, dans le temps. Nous, on travaillait, on s'occupait des enfants, et le jeu, c'était pas pour nous. Et c'était, voilà, pour elle, elle ne se donnait pas le droit de le faire, puisqu'elle n'avait pas le droit, en fait. Et petit à petit, donc, elle est venue. Elle venait, puis, et c'était même les plus, tu l'as plus vue, c'était même la plus, elle voulait absolument. Et donc, elle m'a dit, elle est restée 5-6 ans à l'EHPAD, elle m'a dit, j'ai fait plein de choses que j'avais jamais fait de ma vie, quoi. Et que je ne me donnais pas le droit de faire. Et que je pensais même ne jamais le faire. Et c'est vrai que, voilà. Donc, le jeu, c'est un espace d'expérimentation. C'est un espace où on s'autorise à faire ce qu'on ne fait pas forcément en société, où on est formaté, on doit bien... Et le jeu, il autorise tout ça. Et donc ça, c'est important aussi. Et puis, on parlait tout à l'heure d'adapter les règles. Alors nous, on parlera, oui, d'adapter. Ça, c'est une question qui a fait débat aussi longtemps au sein des ludothécaires. Parce que vous avez d'un côté les puristes qui disent qu'il ne faut surtout pas transgresser les règles, c'est ce qui donne le sens au jeu, etc. Et en fait, quand on intervient auprès de différents publics, forcément, on va les moduler, les adapter. Pour le petit exemple, il peut nous arriver le matin d'intervenir auprès d'assistantes maternelles, assistantes maternelles, de proposer des jeux pour des enfants de 2-3 ans, un petit peu plus, et parfois de proposer le même jeu l'après-midi auprès de personnes plus âgées, parce que ce jeu-là, il répondra à des compétences, à des choses qu'elles savent faire, mais on ne va pas y jouer de la même manière, on ne va pas l'animer de la même façon. Il sera pas conduit, il sera conduit différemment. Donc cette notion aussi d'adaptabilité, de souplesse, d'observation, c'est vraiment des qualités, moi, chez les animateurs, qu'ils soient ludothécaires ou pas, ou vous-même dans les différents établissements, c'est quelque chose que vous éprouvez au quotidien, vous adaptez sans arrêt vos techniques avec vos outils. Et bon, nous, nos outils, c'est le jeu. Donc le jeu, on va le modeler, l'adapter à toutes les sauces. Et un jeu, on peut en faire des variantes très différentes, mais il faut se l'autoriser. Voilà, certains vont dire non, surtout pas, mais en tout cas, moi, j'hésite pas à le faire et à vous le dire. Et puis pour en revenir à
intergénérationnelle. Vous parlez de cette action de fête intergénérationnelle, c'est quelque chose donc, qui est parti d'un tout petit collectif de personnes très, très impliquées. Et petit à petit, ça s'est étoffé de différents professionnels avec des compétences différentes. Et il faut savoir que les thèmes, ils sont choisis collectivement. C'est pas la ludothèque ou l'EHPAD, c'est vraiment, on travaille, on est dans la co-construction. Ça, c'est aussi important pour que tous les publics puissent s'y retrouver. Et bon, ça nous est arrivé de faire des choses un petit peu farfelues quand même. Hein. On a fait un jeu géant de chaises musicales avec 120 personnes et des gens en fauteuil. Voilà, qui étaient aussi tout contents de participer. Et du coup, il y avait des enfants qui accompagnaient les personnes en fauteuil et des équipes qui se sont constituées de manière très spontanée. Voilà, on a fait des courses de fauteuil. On a fait une année, on a fait un concours de caisses à savon. Et donc, dans les caisses à savon, on a fabriqué avec l'école, l'accueil de loisirs, les résidents et les bénévoles aussi, parce que l'important c'est aussi d'associer, dans la mesure où vous pouvez le faire, d'associer les familles. Et ça, justement, ça permet des fois l'enfant de la personne qui est résident dit « Ah mais ouais, mais t'es capable de faire ça aussi, papa, t'es encore capable de faire ça ?» Et ça, c'est vraiment des moments qu'on peut capter sur l'instant et qui sont magiques. Et oui, bon, il faut aussi des bénévoles, ce dont on manque un petit peu tous, malheureusement. Mais bon, quand on y met du cœur et de l'entrain, on peut arriver à de belles choses. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire perdurer du mieux possible, de se perfectionner aussi dans nos techniques, parce que encore ce matin, même si c'est un sujet qu'on maîtrise, on voit toujours les paroles des intervenants. Donc l'important de se former aussi et de travailler en réseau. Nous, on a la chance de travailler aussi avec les médiathèques. Donc on apprend aussi des animateurs et des bénévoles en médiathèque. Et on essaye aussi de leur transmettre ce qu'on peut. Et oui, le travail en réseau est vraiment quelque chose d'important, de pouvoir se nourrir de l'expérience des uns et des autres. Aujourd'hui, on travaille aussi avec le collège d'Henrichemont beaucoup, où on y va certes sur les temps de midi, donc proposer des animations, donc des jeux aux jeunes, et eux aussi nous font découvrir d'autres manières de jouer. Et voilà, on avait mis en place aussi une année un petit festival qui s'appelait Born to Play, donc à la Borne, village de Petit. Donc à l'initiative d'un groupe de jeunes qu'on a accompagné, qui voulait faire un festival du jeu vidéo. Et donc on a fait venir du rétro gaming aussi. Et là c'était assez intéressant aussi de voir des jeunes qui découvraient leur papa fan de Sega ou de console Atari, et de dire « mais toi tu connais ça en fait, pourtant t'es vieux, et en fait mon papa il m'a mis KO au jeu et je pensais pas qu'il était capable de ça. » Donc on est vraiment à travers le jeu tout le monde est compétent. On est tous compétents de quelque chose avec le jeu, quel qu'il soit. Donc, voilà. Je reviens sur ce qu'Élodie a dit tout à l'heure en disant
avec l'expérience, c'est vrai que dans les EHPAD, après on n'a peut-être pas non plus ce qui s'adapte. Donc on avait commencé dans la salle commune, où il y a plein de bruit, du va-et-vient, et c'est Elodie qui avait pensé en disant en fait je m'aperçois qu'ils sont toujours par le bruit. Et il y avait des enfants aussi qui venaient une fois par mois, toutes les classes différemment. Et c'est vrai qu'après on l'a mis dans une grande salle, dans la salle à manger, hein, et c'était mieux. Et il y avait pas, voilà, ils se concentraient plus, les groupes, voilà. Donc c'est quand même mieux que dans une salle où il y a du bruit. Et oui, c'est toi qui l'avais demandé, tu te rappelles, on avait mis ça en place dans la salle, voilà. Et ça a tout le temps continué, et c'est beaucoup mieux, quoi. Mais bon, c'est après quand on voit, qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Donc on se remet en question et voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à laisser des jeux à portée de main, d'aménager des espaces dédiés aussi, ou un placard où les gens peuvent venir se servir, comme ils le souhaitent, de rendre ces espaces aussi accessibles aux familles, quand elles peuvent aussi venir. Et voilà, moi je vais conclure là-dessus. Je pense qu'il y aura un petit temps de pause après. Est-ce que vous avez des questions Alors juste avant, je voudrais vous faire un petit jeu quand même, parce qu'on va s'amuser un petit peu, très brièvement. Juste, c'était à la base l'introduction, mais on va finir par une déclusion pour le coup. C'était juste, vu qu'on ne s'est pas forcément présenté, moi nous aussi, mais peut-être pas vous, on n'a pas eu forcément. C'était juste pour voir un petit peu, je vais juste vous demander simplement les personnes qui sont ici et qui interviennent au sein d'un réseau des médiathèques, est-ce que vous pourriez vous lever juste pour qu'on puisse visualiser un petit peu, voilà. C'est pour vous faire bouger un peu, hein, quand même, parce que sinon j'en vois qui s'endorment là, alors, voilà. Et puis, alors je vais vous demander de vous asseoir. Est-ce que... Ah, pardon, tout le monde n'a pas... Donc voilà, les personnes donc, qui interviennent dans les établissements auprès des personnes âgées. Je vais vous demander à votre tour si vous voulez bien vous lever. Merci. Et puis, alors maintenant, est-ce que donc, parmi vous, certains ont l'habitude de jouer alors, levez-vous. Ah oui. Et est-ce que certains parmi vous sont des professionnels du jeu ou pas? C'est quoi? Oui, on va dire oui. Merci beaucoup, c'était pour vous réveiller un petit peu, voilà. Et, mais en fait, tout le monde est joueur, et juste, je terminerai. Depuis la nuit des temps, on joue. L'homme Homo habilis jouait déjà, puisque c'est un espace d'expérimentation. On le retrouve aussi le jeu chez tous les animaux, les grands primates que nous sommes. Voilà. On joue, et nos frères primates le font aussi, mais le jeu, on le retrouve dans tous les espaces de la vie. Le chat, tous les animaux apprennent par l'expérimentation et par le jeu. Donc le jeu est quelque chose de tout à fait naturel. Voilà. Donc, sur ces quelques mots. Je dirais cultivons le bonheur. Voilà. Bon. Elodie a conclu. Merci à vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, on a quelques documents qu'on pourra éventuellement vous envoyer aussi. Voilà. Merci à vous. Ben, c'est nous.
de nous avoir donné la parole. On J'étais pas très à une l'aise. dizaine de minutes. Après, voilà, si vous voulez continuer à regarder les jeux, on avait apporté des livres aussi, parce que on se dit qu'on parle des jeux, mais il y a quand même beaucoup de livres aussi qui ont cette dimension. Et on peut jouer avec les livres. Alors, il y en a qui sont conçus dans l'idée d'une interaction et du fait de jouer. Et en même temps, il y a toute cette notion de créativité. Et alors, comme on bosse en bibliothèque, aussi on défend le support livre. C'est quand même l'objet qui, à un moment donné, sert de médiation, qui peut se prêter à plein d'interactions. Il y a des choses très communes, finalement, dans les démarches des bibliothèques et celles des bibliothèques à travers ces supports. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Non, c'était les aînés qui allaient, et puis après, on faisait travailler là, les gens qui vont chez eux après avoir travaillé dans la rivière, de jour, tu les vois dans la rivière. C'est en train de travailler, et là le soir ils partent. C'est ça. Donc tu as des enfants qui sont des paysages de l'un à l'autre, mais il y avait J'ai pas trop l'habitude de faire ça, c'est la première fois, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc moi je vais vous parler de mon expérience à la médiathèque de Celles-sur-Cher. Donc Celles-sur-Cher, c'est une commune du Loir-et-Cher, qui est dans le sud du Loir-et-Cher, environ 4600 habitants, avec une médiathèque qui fait environ 600 mètres carrés, donc une belle médiathèque, avec un département qui a une offre culturelle assez conséquente, donc les médiathèques peuvent bénéficier quand même de beaucoup de ressources. Donc on a su en bénéficier pendant de nombreuses années, et maintenant je suis de l'autre côté, du côté médiathèque départementale, depuis 1 mois et demi, tout récent. Donc la médiathèque de Celles-sur-Cher, pour vous situer un petit peu, donc elle va avoir 20 ans l'année prochaine. Donc comme je vous disais, environ 600 mètres carrés, sur 3 étages dans le rez-de-chaussée. Environ 20 000 documents en accès libre. Donc quand je dis 20 000 documents, c'est magazine, enfin, comme dans toute médiathèque, hein, magazine, livres, CD, DVD, salle informatique. Donc 6 postes informatiques en accès libre. Dans une salle informatique dédiée, le Wi-Fi disponible gratuitement, des ressources numériques en ligne, donc développées par le département. Il y a la possibilité d'emprunter donc 6 documents écrits, des CD en nombre illimité et 2 DVD par carte, donc tout ça pour 1 mois, donc un peu comme le principe de la bibliothèque, hein, les gens, c'est assez souple, les gens peuvent venir même tous les jours s'ils veulent changer parce qu'ils ont emprunté la veille, il n'y a pas de souci. Et donc c'est une médiathèque tête de réseau, donc alors je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans le département du Cher. Nous en fait c'est découpé en territoire, et en fait la médiathèque de Celles-sur-Cher desservait 3 communes, on va dire dans les 20 km aux alentours. Elles venaient échanger leurs documents 2 fois par an chez nous, et puis voilà, on essayait de faire des animations en commun. Voilà. Ça c'est pour situer un petit peu la médiathèque. Donc nous, la bibliothèque départementale de Près s'appelait, parce que le 1er janvier ça va changer de nom, ça va s'appeler Bibliothèque départementale de Loir-et-Cher, ce sera plus simple. Ça s'appelait la Direction de la lecture publique de Loir-et-Cher. Donc comme toute médiathèque départementale, c'est l'accompagnement de bibliothèques. Donc nous, il y en a 129 sur le département. Donc l'objectif c'était conseiller en création, rénovation, gestion, extension de bibliothèque, les animations, le prêt de livres, support audiovisuel, ludique numérique, support d'animation et support adapté à tout type de handicap, la formation aussi, la proposition d'action culturelle, donc plusieurs festivals, donc un festival de création numérique qui s'appelait aussi Vagabondage, s'écrivait pas pareil, mais qui va changer l'année prochaine, qui va s'appeler Médiathèque. Un festival de contes à mi-voix, des expositions, des animations littéraires, des animations autour du numérique, autour du jeu, enfin voilà, des supports d'animation assez riches. Et puis de l'accompagnement aux actions spécifiques de la public fragile et la participation à la lutte contre l'illettrisme aussi.
Ça, c'est assez plutôt récent. Donc voilà le département tel qu'il est découpé par la BDP, donc en 5 secteurs. Donc vous voyez, cette surchère est tout en bas. C'est un département assez étendu et assez éclectique au niveau typologie de bibliothèque. Il y a aussi bien des grandes bibliothèques telles que des médiathèques têtes de réseau, comme des toutes petites bibliothèques, ce qu'on appelle nous les points lecture. Voilà, c'est assez éclectique, avec une répartition assez inégale entre professionnels et bénévoles, comme beaucoup de bénévoles, c'est un milieu rural. Voilà, en fonction des territoires, ça fonctionne plus ou moins correctement, mais voilà, la BDP est là pour aussi essayer de faire en sorte que le territoire fonctionne le mieux possible. Donc pour en venir au partenariat entre l'EHPAD et la médiathèque, donc en fait, moi je suis arrivée à la médiathèque en 2008, en septembre 2008, donc il y avait déjà un partenariat avec l'EHPAD de Magnolas, qui est en fait à cette surcharge, il y a deux EHPAD, il y a une maison de retraite et un EHPAD. Donc le premier EHPAD de Magnolas était situé en centre-ville, donc à proximité de la médiathèque, qui était là aussi située en centre-ville. Donc ça, c'était le premier partenariat qui avait été mis en place, et donc c'était les résidents qui viennent à la médiathèque. Parce que bon, ils étaient juste à côté, donc ils venaient à pied, en fait. L'animateur les accompagnait à pied. Et moi, quand je suis arrivée, du coup, on a trouvé ça dommage avec mes collègues de ne pas faire bénéficier l'autre structure, qui, elle, pour le coup, est un peu plus loin. Donc on a été les voir, et donc leur souhait c'était aussi de se déplacer, de sortir de l'EHPAD. Donc eux, ils ont un véhicule. Donc du coup, ils sont venus, au départ de manière différenciée de leurs collègues de l'EHPAD du centre-ville, et en fait, on a dû faire ça 2-3 ans, et en fait, pour des questions logistiques et des questions aussi pratiques pour nous, pour ne pas multiplier les interventions, voilà, il a été décidé de faire un accueil commun entre les deux EHPAD. Donc les deux animateurs se sont joints pour venir en même temps, ce qui nous arrangeait nous aussi, pour être honnête, parce que ça prend du temps. Donc voilà, donc on a conventionné avec les deux structures pour que les choses soient claires des deux côtés. Donc ça se structure de cette manière-là, c'est-à-dire que ça a lieu de septembre à juin. On fait une pause d'été pour des questions de congé de notre part à nous et de la part des collègues animateurs. On propose plusieurs types d'animation, aussi bien au niveau informatique, numérique, voilà. Comme on a une salle dédiée avec 6 postes, ça permet de pouvoir les accueillir en groupe suffisamment important. Des échanges sur une thématique à partir de documents de la médiathèque, donc sur une thématique que les animateurs nous auront proposé en amont. Lecture de contes ou de Kamishibai. Alors j'en ai discuté tout à l'heure avec certains, et Kamishibai en fait c'est ça. Donc là c'est plus tard, le petit théâtre en bois, et à l'intérieur vous avez l'histoire, les personnes voient les illustrations, comme beaucoup, et derrière on a le texte. Donc ça permet à la personne qui raconte de lire le texte, tout en étant caché, des fois on n'est pas toujours à l'aise à raconter. Donc c'est pas mal, c'est un bon compromis. On propose aussi des ateliers créatifs, parfois, souvent au moment de Noël ou sur des moments importants dans l'année, et puis des jeux. Voilà. Ça c'était au départ, on l'a pas trop fait parce qu'il n'y avait pas trop de support de jeux qui nous étaient proposés par la médiathèque départementale. Et au fur et à mesure des années, leur collection de jeux se sont enrichis, donc ça nous a permis de faire évoluer nous notre partenariat avec l'EHPAD. Donc voilà, on va détailler rapidement les différents supports d'animation que nous on pouvait utiliser. Donc les grands jeux en bois, donc vous en avez eu dans l'espace tout à l'heure, et puis donc moi j'ai ramené le jeu du fakir, en fait c'est le grand jeu qui est juste là. Ça, en fait. C'est assez simple, en fait on fait partir le plan là, et puis le but c'est de faire le plus grand nombre possible. Voilà. Et puis il y a le suspense aussi là, qui vient de chez vous, de la médiathèque départementale du Cher, qu'on a aussi nous dans le Loir-et-Cher. Donc ils ont un grand catalogue de grands jeux en bois, et en fait ça a été le premier
supports ludiques qu'on a pu utiliser avec les pads, parce que c'est ce qui pour nous était le plus facile. Et puis pour eux, voilà, c'était facile aussi. Donc ça a bien fonctionné, puis ça a profité aux autres publics de la médiathèque aussi. Donc c'était sympa. Donc ça a été régulier à partir du moment où on l'a mis en place tous les ans. Voilà, on en faisait profiter les pads et le public de la médiathèque. Il y avait aussi des valises thématiques. Alors en fait, dans l'OHA, ça fonctionne comme ça, on fait des valises thématiques pour les personnes âgées, mais pas que, pour tout type de public. Donc là, on avait utilisé les valises thématiques autour de la mémoire, avec des livres, des jeux. Donc j'en ai sorti quelques-uns, vous pourrez regarder, qui sont sur l'estrade, et puis certains qui viennent de chez vous aussi. Donc ça permet, voilà, c'est pareil, beaucoup de jeux en bois avec un grand morpion, des grands jeux de dames, des grands jeux d'échecs, voilà, qui permettent de manipuler assez facilement. Et puis le Kamishibai, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on a aussi pu utiliser d'autres supports d'animation qui sont proposés. Ce matin on a parlé du numérique. Alors le département a beaucoup de ressources, en ligne numérique, mais aussi une malescapade. Alors la malescapade en fait c'est comme une grande valise à roulettes avec un casque en 3D. Et donc il y a des vidéos qui sont enregistrées dessus, et donc la personne met le casque sur elle, et elle voit un petit film qui déroule et qu'elle voit en 3D dans le casque. Et il y a la possibilité de pouvoir le connecter à un vidéoprojecteur avec un grand écran. Et donc on a utilisé ce support-là avec les résidents. Donc il y avait une personne qui avait le casque et les autres profitaient. Les autres voyaient pas en 3D, mais ils voyaient quand même ce que la personne qui avait le casque sur les yeux pouvait voir. Donc ça permettait quand même un échange autour de ça. Donc au départ, c'était un peu... voilà, c'est un peu étrange. Mais c'est vrai que ça a bien fonctionné. On avait vu avec les animateurs en amont sur quelle thématique on pouvait sélectionner les petits films. C'est des petits films qui ne duraient même pas 5 minutes, parce que déjà avoir 5 minutes de casque sur la tête, c'est déjà beaucoup. Assis, forcément, parce que voilà, sinon, même en tant que personne adulte non âgée, c'est pas forcément évident d'avoir un casque en VR sur la tête sans être assis. Donc c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien. Et on avait, je ne l'ai pas mis ici, mais on avait aussi utilisé, ils ont des valises de jeux vidéo, donc avec aussi casque en réalité virtuelle avec des jeux, et donc on avait aussi testé ça avec les résidents. Donc c'était assez drôle à voir, c'était sympa. Dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des jeux de stimulation de la mémoire, des ouvrages, avec notamment des grandes photos pour créer la discussion avec les résidents autour de souvenirs, d'anciens objets, d'anciens jeux, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Dans le côté ludique, il y a une valise qui s'appelle En tête à tête. Donc en fait, c'est des jeux qui se jouent principalement à deux. On peut être plus que deux, mais voilà, c'est des jeux qui sont à deux et des jeux qui sont adaptés, alors pas que pour les personnes âgées, c'est aussi pour les personnes en situation de handicap. Mais voilà, ça peut être, comme vous le voyez en bas, donc en fait c'est une petite roue où il faut choisir la couleur et après à la personne de choisir sur quelle pièce on met quelle tablette, etc. Donc il y a plein de jeux différents et donc ça permet de jouer aussi de manière intergénérationnelle. On a bien vu, comme vous le disiez tout à l'heure, à quel point c'est important de jouer de manière intergénérationnelle. Ça fonctionne toujours très bien. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc il y a aussi des jeux de société, donc les grands jeux de société, donc comme le jeu des petits chevaux. Voilà, un incontournable jeu des petits chevaux qui fonctionne aussi bien avec les petits qu'avec les grands. Des grands jeux de loi, des Uno, des remis, des grands jeux de cartes, des grands jeux de boulotte, des grands jeux de tarot, avec des supports de cartes, avec des tapis de jeu. Voilà, tout ça nous est prêté par la médiathèque départementale. C'est vrai que ça permet quand même d'avoir un bon catalogue de jeux qu'on peut utiliser
Alors nous, à la différence de chez vous, c'est que ce catalogue-là, il n'est pas réservé pour les personnes âgées. En fait, il est accessible pour tout, enfin, on peut l'utiliser pour tout type de public. Bon, c'est un choix, mais voilà, ils sont accessibles à tout le monde. Donc les ateliers, oui, je repars un petit peu sur ce qu'on faisait avec ce qu'on fait avec les résidents. Donc les ateliers informatiques, alors bon, la photo n'est pas hyper récente, on a des ordinateurs un peu plus récents maintenant, mais j'avais pas de photos plus récentes. Donc en fait ça permettait aux résidents, mais toujours de manière, enfin je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui me faisait de manière ludique. C'était pas on vous met derrière un ordinateur puis débrouillez-vous, parce que bon pour la plupart ils étaient d'une génération, enfin ils sont d'une génération, moi maintenant, mais ils sont d'une génération où ils n'ont pas connu l'outil informatique. Donc ça allait de juste apprendre à taper une phrase, parce qu'en 1 heure ça pouvait des fois être même que 3 mots, enfin c'est pas grave, ils ont au moins appris à utiliser un peu le clavier, à maîtriser la souris, parce que ça c'est pas facile. Ou aller, pour ceux qui étaient plus à l'aise, aller sur internet et puis voir qu'on pouvait chercher des vidéos sur des sujets qu'ils avaient envie. Enfin, voilà, pour certains, ça a été une grande découverte. Et pour les séances où on faisait écrire des choses, ils repartaient avec ce qu'ils avaient écrit, et comme ça, voilà, ils avaient une petite trace de ce qu'ils avaient pu faire à la médiathèque. Donc généralement, c'est une séance qui fonctionne bien. On a aussi, il y a quelques années, préparé une rencontre avec un auteur. Donc en fait, on avait pour projet de rencontrer un auteur du Loir-et-Cher qui avait écrit un livre qui s'appelle Les grandes affaires criminelles du Loir-et-Cher. Et du coup, on avait envie d'impliquer les résidents de l'EHPAD. Et donc en fait, ils nous ont préparé un petit panneau autour de ce livre-là. On avait fait des séances avec eux en amont autour du livre, et quelques résidents ont pu venir à la rencontre avec l'auteur, donc c'était aussi un moment de partage assez chouette. Donc voilà. Ils découvraient aussi les outils numériques. Donc, tout à l'heure vous parliez du Victor, donc nous aussi à la bibliothèque départementale on a des Victor. Alors on a même en prêt dans chaque médiathèque tête de réseau un Victor qui nous est mis en, enfin nous, ce qu'on appelle un prêt permanent, c'est prêter Victor à jusqu'à temps que le Victor il lâche. Et puis après, en plus, on peut emprunter si on a besoin de plus. Ils ont fait 2 malles avec 4 Victor à l'intérieur, donc on peut prêter justement aux EHPAD, etc., quand il y a besoin, avec des casques qui vont bien, avec une sélection de livres audio. Donc voilà, ça permet d'utiliser ce support-là. Et puis, c'était une séance où on avait donc le Victor et on avait aussi des tablettes avec des applications, donc comme on a parlé ce matin, des applications ludiques avec des petits puzzles, des petits memories, des choses comme ça qu'ils pouvaient utiliser. Donc c'est pareil, c'est un support qui pour certains leur paraissait un petit peu abstrait au tout départ, et en fait ils y ont pris goût, et généralement ça fonctionnait bien. Voilà, comme je disais tout à l'heure, des ateliers créatifs. Donc là c'était un atelier créatif au moment de Noël. Donc après, tout atelier créatif, ils ramenaient ça à l'EHPAD pour décorer leur chambre ou leur service. On a aussi fait l'année dernière du land art. Non, cette année d'ailleurs, on a fait du land art. Donc c'était la première fois qu'on faisait ça. Et là, il y avait aussi le côté intergénérationnel où on avait mobilisé le relais assistante maternelle, le centre de loisirs, l'espace ado. Et puis le public qui souhaitait venir. Donc on a l'avantage d'avoir le Cher en fait, qui traverse la ville, et avec un grand espace en herbe à proximité, et avec un barnum d'installer. Donc du coup, c'est vrai que ça a permis de rassembler un petit peu tout le monde, et puis de faire des petites créations avec... chacun était chargé de ramener des objets qu'il avait récupérés dans la nature, et de créer des petites choses, des œuvres d'art qui étaient laissées, qui étaient dispersées un petit peu partout au bord du Cher. Donc c'était une journée assez sympa. Les grands jeux, donc grands jeux et jeux de société intergénérationnels. Donc alors ça date un petit peu, on en a pas refait trop après le Covid, ça a été un peu compliqué de relancer tout ça.
Mais voilà, c'était des choses qui fonctionnaient très bien, aussi bien du côté des enfants que des personnes âgées, hein, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, il n'y a rien qui marche mieux que le jeu pour créer une relation entre les enfants et les personnes âgées. Donc voilà. Les grands jeux en bois, voilà. Là, souvent les grands jeux en bois, les emprunter l'été pour. Alors ça nous arrivait de les emprunter pour des séances particulières comme on le faisait régulièrement, mais aussi souvent l'été, parce que du coup ça permettait de. Alors, il y avait moins de résidents, mais pour le coup, voilà, c'était quelque chose de plus intime et où on mettait plus d'attention sur les résidents qui étaient là. Donc là, le fakir, comme je vous ai montré tout à l'heure, la planche à rebond, alors je ne sais pas si vous avez ça, vous, à la bibliothèque départementale, je ne me souviens plus. Voilà, c'est en fait, c'est des petits palets avec un élastique et il faut arriver à emmener ces palets de l'autre côté. Voilà. Le but, c'est de ne plus avoir de palets de son côté à soi. Donc voilà. Et puis, voilà, un petit bilan, c'est que chaque animation qu'on mène, on l'a fait de manière ludique, c'est-à-dire que voilà, on est une médiathèque, certes, mais on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc c'est quelque chose d'assez simple et la relation qui est importante, c'est la relation avec les animateurs des EHPAD, parce que s'ils ne sont pas là, voilà, on ne peut rien faire. Donc c'est un travail en commun où chacun de son côté apporte ses idées et c'est eux qui choisissent les résidents qui leur semblent le plus adaptés en fonction de l'animation qui va être proposée. Donc voilà, si eux sont pas convaincus parce qu'on leur propose et inversement, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est important d'avoir un bon lien avec le personnel des EHPAD parce que voilà, c'est un peu indispensable. Et là, moi, au moment où je suis partie, on a mis en place le prêt de livres sur place, pour le coup, chose qu'on ne faisait pas avant. Et donc, du coup, on leur a proposé ce service. Et donc, je ne saurais pas vous dire le retour parce que du coup, ça tout juste comment, je crois que ma collègue y allait 2 fois. Donc, mais bon, voilà. Du coup, ma collègue fait une sélection d'ouvrages qu'elle laisse sur place et qu'elle récupère après. Et voilà, c'est un échange pareil avec les animateurs qui font le lien par la suite. Donc, et pareil, toujours avec une convention. C'est important aussi de préciser, voilà, si on veut bien cadrer les choses, c'est tout simple. Une convention, c'est juste un papier en disant moi je m'engage à faire ça, l'EHPAD s'engage à faire ça, mais ça permet en cas de perte d'ouvrage, de jeux animés, etc., que ça soit clair qui est responsable de quoi. Voilà, c'est vrai que s'il n'y en a pas, ça peut vite créer des tensions derrière, donc c'est important de mettre ça en place. Et je n'avais pas mis ça dans le diaporama, mais côté numérique, on a eu aussi la microphonie. Alors je ne sais pas si, peut-être, voilà, vous ne connaissez pas le principe. En fait, la microphonie, c'est un musée numérique itinérant que le département a acheté. Donc la direction de la lecture publique a acheté il y a 3 ans maintenant. Et qui tourne en fait dans les médiathèques du département. Et du coup, en fait, on a une médiatrice culturelle qui anime la microphonie. Et donc, en fait, c'est un catalogue d'œuvres d'art qui sont proposées sur grand écran, avec chaque personne a une tablette. Et on fait une sélection de sujets. Donc, la médiatrice sélectionne les œuvres d'art sur ce sujet-là et propose à différents types de publics cette présentation d'œuvres d'art. Donc, ça peut aussi bien être de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la musique, voilà, c'est toutes les formes d'art qu'on peut imaginer. Et donc on l'a aussi proposé aux résidents, parce qu'on l'a eu en début d'année, de février à juin, et ça a beaucoup marché avec les résidents. Enfin, c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. C'est eux qui avaient sélectionné la thématique en amont, et la médiatrice a proposé, ils ont fait 2 séances sur 2 thématiques différentes. Et c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné avec les résidents. Donc c'est aussi une autre approche, toujours ludique, parce que la médiatrice s'adapte au public qu'elle s'adresse. Et il y a eu une rencontre avec un auteur jeunesse, Olivier Supio, moi je ne connaissais pas avant, un auteur de bande dessinée et d'albums jeunesse, qui est intervenu pendant toute une semaine, il était en résidence. Et il s'est adressé aux personnes âgées. Alors, ils n'étaient que 2 au moment où ils sont venus, mais alors ça a été une rencontre exceptionnelle, notamment avec un des résidents qui
parlait pas, enfin voilà, qui en temps normal à l'EHPAD il était assez mutique, il parlait pas, et à ce jour-là il s'est libéré et voilà, la rencontre a été assez exceptionnelle, donc comme quoi on peut, voilà, en médiathèque on peut organiser des choses qui apparemment paraissent simples et pas très compliquées, puis pour les résidents on peut avoir des retentissements derrière assez sympas. Donc j'ai oublié de le mettre dans le diaporama, mais ça m'est revenu là dans la journée, donc je me suis dit autant pouvoir en parler. Donc voilà. Après, je suis à votre disposition si vous avez des questions, en complément. Moi j'ai une petite question. C'est bon. Moi j'ai une petite question. Bon, là on parle de l'accueil des publics, de l'accueil des résidents. Et dans la dimension je dirais, d'action vers les personnes âgées qui ne sont pas en résidence, accueillies en structure, est-ce qu'il y a vous aviez mené des actions un peu particulières dans cet ordre-là ou pas du tout? Non, c'était vraiment qu'avec les deux institutions. Voilà. Après, on a des actions aussi avec les bénéficiaires du secours catholique, donc pour certaines étaient un peu plus âgées, mais voilà, ce n'est pas spécifique, voilà, c'était pas des personnes âgées en tant que telles, c'était dans le cadre du secours catholique. Ce qui était déjà, qui demandait, enfin les accueils avec l'EHPAD demandaient déjà un gros investissement. Alors on était 2,5, enfin 2,5 parce qu'on était 3 et une personne n'était pas à plein temps. Maintenant que je suis partie, elles sont plus que 1,5, donc je n'ai pas été remplacée. Donc je ne sais pas comment ça va continuer. Du coup, je rebondis sur la question de monsieur, c'est pas forcément à vous, mais du coup, comment toucher en milieu rural les personnes qui sont seules, âgées, pour qu'elles viennent aux bibliothèques? Alors, on avait essayé de mettre en place le portage à domicile, mais à notre grande surprise, surprise ou pas, mais ça n'a pas fonctionné. On avait quelques temps été chez une personne, mais après, ça s'est un peu tassé. On avait pourtant communiqué dans les lieux, potentiellement, nous on pensait pouvoir toucher des personnes isolées, seules, pas forcément âgées d'ailleurs pour le coup, mais on avait été à la DMR, on avait été dans les pharmacies, chez des cabinets de médecins, en mairie, un peu dans tous les au CCAS, etc. Mais voilà, ça avait pas pris. Donc ça peut être une solution, je sais que ça se fait quand même dans beaucoup de... ça se fait. Dans certains lieux, ça fonctionne, mais après, pourquoi pas avec des associations, j'en discutais avec Dylan tout à l'heure, l'association des aînés, choses comme ça. Nous, je sais qu'on a une association qui s'appelle Rencontrer Amitié, peut-être ça peut être une manière de pouvoir les rencontrer, mais c'est pas simple. Le fait est que c'est pas simple. Et avec les communautés de communes qui ont des pôles seniors. Pourquoi pas? C'est vrai que nous, sur la communauté de communes, il n'y avait pas forcément ça, mais pourquoi pas. Ouais. Alors après, en plus, on était médiathèque municipale, donc c'est pas toujours bien vu quand on vient s'intégrer sur la communauté de communes, ça dépend des endroits. Mais pourquoi pas, oui, ça peut être une solution. Hein. De toute façon, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Moi j'ai une petite question parce que parfois les bibliothécaires ce ne sont pas des joueurs. Comment ça s'est passé l'utilisation des jeux et pas être légitime, parce qu'il n'y a pas de légitimité à faire des jeux, mais s'approprier simplement ce support-là pour faire de l'animation, est-ce que ça a été compliqué ou... Je pense à toutes les équipes qu'on a chez nous, dans nos réseaux, où le jeu, quand on n'est pas joueur, on n'a pas forcément l'appétence pour ça, et pourtant, le jeu, tout le monde peut y accéder. Donc, voilà, s'il y a une expérience, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que le jeu, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai fait une licence professionnelle dans le domaine des bibliothèques, mais mon sujet de mémoire, c'était le lien entre le jeu et le livre. C'est toujours quelque chose qui, voilà, moi, me plaisait beaucoup.
même si j'étais pas une grande joueuse de jeux de société ou autre, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et puis le fait d'avoir une offre quand même du conseil départemental, enfin de la médiathèque départementale, ça a quand même contribué du coup à motiver aussi l'équipe. Alors on est parti, comme je disais tout à l'heure, des grands jeux en bois, parce que c'est vraiment la chose la plus simple à mettre en place, qui ne demande pas une connaissance, voilà, enfin je veux dire, les règles sont assez faciles à comprendre. Au départ, je pense qu'il faut partir, enfin c'est mon avis personnel, mais partir de ces jeux-là. Et une fois qu'on maîtrise bien ces jeux-là, pourquoi pas aller vers d'autres jeux. Alors, je sais que nous y prêtent aussi, ils font des malles, c'est très mal, des malles jeux de société. Donc en fait, on a des collègues qui créent des malles de jeux de société. Et donc en fait, si on veut emprunter une malle de jeux de société, il y a une demi-journée de formation pour apprendre à comment on mène une animation autour du jeu, etc. Et du coup, c'est vrai que ça permet, voilà, c'est une première approche, de savoir, il nous donne des conseils en fait, comment s'approprier la malle de jeu, combien de temps en amont il faut prendre la malle de jeu parce que c'est bien d'avoir la malle de jeu, mais si 2 jours après on fait l'animation, ça marche pas parce qu'on n'aura pas maîtrisé les règles nous-mêmes. Donc voilà, c'est donner plein de petits conseils comme ça. Donc c'est nos collègues de la médiathèque qui font ça. Donc alors, pour répondre à votre questionnement, par exemple, il y a aussi deux bibliothèques sur la Lake de Bourges qui sont présentes dans le Val d'Oron. Donc il ne faut pas hésiter non plus à vous tourner d'une part vers les bibliothèques. Et d'autre part, il y a aussi des associations qui font du jeu. Il y a aussi parfois des professionnels, pour ne pas les citer, les pages du donjon ou d'autres professionnels vendeurs du jeu qui proposent aussi des fois des après-midi initiation de jeu ou autre. Donc n'hésitez pas, par exemple, vraiment au niveau de la bibliothèque, ça arrive souvent qu'on ait des parents, par exemple, qui achètent des jeux à Noël et viennent nous voir au mois de janvier en disant mais on n'a rien compris à la règle, est-ce que vous pourriez nous expliquer, moi on n'arrive pas à y jouer, et c'est aussi dans nos prérogatives de répondre à ça. Et c'est un service qu'on peut aussi faire. Donc s'il y a des jeux sur lesquels c'est pas toujours évident de décortiquer une règle de jeu, surtout parfois si on va faire des jeux un petit peu complexes. Donc faut pas hésiter à vous tourner aussi auprès des structures et des associations de jeux. Voilà. Et nous on expérimente des jeux aussi, des fois avec des parents. Parce que pour pouvoir les expliquer, c'est vrai qu'il faut pouvoir les pratiquer et y jouer. Et alors, des fois, on n'a pas toujours le temps, nous deux, puis à deux, des fois, c'est un petit peu difficile, il faut être un petit peu plus nombreux. Et des fois, on fait des ateliers avec les parents. Donc, on a une collègue qui s'occupe des plus petits, ça permet aux parents de pouvoir jouer. Et nous, on peut décortiquer le jeu, jouer avec. Et comme ça, on s'approprie l'outil. Mais c'est vrai, le fait de pouvoir expérimenter le jeu, c'est important. Parce que c'est souvent difficile d'expliquer un jeu quand on n'y a pas joué. Et en plus, voilà, des fois, les règles, c'est pas toujours très abordable. Il y a un vocabulaire spécifique, il y a un schéma particulier pour lire les règles. Et ça s'accompagne. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, si vous avez un doute, à nous solliciter et on pourra, dans la mesure du possible, nous ou d'autres, répondre. Voilà. C'est comme pour les livres, on les emmène chez nous et puis on teste. Voilà. Oui, moi j'aurais pu dire juste par rapport à ce point, que moi j'étais vraiment pas du tout joueuse en fait avant de rencontrer la bibliothèque. À titre personnel, j'avais pas de jeu chez moi particulièrement, un petit peu comme ça. Mais donc c'est vraiment juste mon souci de l'autre qui m'a fait me rendre compte qu'à travers une ludothèque, je pouvais le développer à travers cet outil entre les gens. Donc après les histoires de règles, je pense une fois qu'on se pose des questions de soi-même, qu'est-ce qu'on comprend de ce jeu ou on s'inquiète de ce que va comprendre l'autre, on prend un petit peu de temps et puis ensuite ça se déroule tranquillement. Je sais que nous, depuis le Covid, à contrario
la difficulté de retrouver le public, les bibliothèques empruntent plus de manuels de jeux de société. Parce que moi, à titre personnel, avec le Covid, ça a permis aussi on ne pouvait pas sortir, donc qu'est-ce qu'on fait? On joue à la maison, quoi. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas-là, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, parmi nos collègues, que beaucoup plus qu'avant, en tout cas, empruntaient des jeux soit des grands jeux en bois, parce que du coup, ils sont obligés de limiter. Maintenant, avant, on pouvait l'emprunter tout l'été, maintenant, on est limité à un mois, parce qu'il y a trop de demandes. Et les manuels de jeux de société, voilà, tournent bien depuis le Covid. Et il y a aussi tout un tas de petits jeux qui peuvent se faire sans forcément de matériel. Finalement aussi, si on prend le temps de rechercher un petit peu, en groupe, des petits jeux d'observation, par exemple, juste de se dire, je sais pas, quelqu'un dit une couleur, et puis tout le monde va rechercher dans l'espace une chose de cette couleur. Voilà, donc on peut jouer aussi sans matériel, en fait. Ou dans les livres? Oui, aussi. Je peux vous faire un retour d'un travail qu'on avait fait dans la bibliothèque où je travaillais avant avec une structure qui s'appelait la Maison des Aînés. Et la personne qui s'occupait des personnes âgées qui venaient dans cette Maison des Aînés travaillait des ateliers mémoire. Et elle avait développé des partenariats avec la bibliothèque, on se connaissait, on était rentré en contact avec la bibliothèque, avec le musée. Et son idée, c'était de faire venir les personnes de la Maison des Aînés en bibliothèque ou au musée, par exemple, de visiter les lieux. Et après, il y avait tout un tas d'exercices qu'on préparait à l'avance. Donc, visiter les lieux, on expliquait les locaux, comment ça fonctionnait, etc. Au musée, elle voyait les œuvres d'art. Et après, il y avait, par exemple, dans la bibliothèque, on présentait un livre, l'histoire, on présentait le bouquin, etc. Et après, elle travaillait toute une petite sacoche avec des objets qui évoquait l'histoire du livre. Donc là, c'était un auteur basque, donc elle avait sorti ses petits piments rouges, ses torchons, un stylo pour rappeler l'auteur, etc. Et donc après, elle avait mis en place tout un tas d'actions comme petit interro, on va dire. Suite à la présentation, il fallait qu'elle prépare des questions, il fallait que les gens retrouvent la couleur du mur qu'il y avait en section enfant, le coin des tout petits, comment est-ce qu'il s'appelait, voilà, plein de choses sur ce que les personnes avaient perçu de l'espace et du lieu, et après, ce que les personnes avaient retenu de la présentation du livre. Et après, elle présentait les objets, elle les remettait dans le sac, et ils devaient lister le maximum de noms d'objets dont ils se souvenaient qu'elle avait présentés. Et alors là, c'était de la folie pure, quoi. Ils étaient des vrais gamins, quoi. C'était « Ah, je le savais, ah, mais j'ai oublié celui-là, etc. » Ils se piquaient au jeu. Et avec finalement 3 fois rien, on peut avoir des temps comme ça d'interaction. Et voilà. Il faut se dire qu'à un moment donné, il faut s'autoriser, même si on n'a pas de support. Il y a plein de choses. On disait comment dans toute activité on peut mettre du jeu. Il y a peut-être des manières d'aborder les choses de façon ludique. Et là, c'est peut-être la dimension créativité. On a pas mal parlé d'expérience. Moi, je me dis, on est dans des structures, on peut expérimenter. Essayons des choses, on voit, on fait évoluer. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais voilà, je pense qu'on est dans des structures où on peut se permettre de partir sur des petites choses, et puis au fur et à mesure, les développer, les améliorer en fonction de ce qu'on observe et ce qui se passe. Et peut-être que voilà, il ne faut peut-être pas trop s'interdire des choses, quoi. Je sais pas. Mais même dans les réunions, mettez des techniques d'animation. Je dis même dans l'animation de réunion, de temps en temps, il faut s'autoriser à commencer par un petit jeu. Vous avez des petits jeux qui durent 5-10 minutes, et vous verrez, ça mettra tout de suite une ambiance différente, et les personnes seront beaucoup plus disposées à participer, et ce sera aussi une manière, à travers le jeu, de faire participer ceux qui parfois n'osent pas, ou n'osent pas prendre la parole, ou voilà, simplement une petite inclusion très rigolote. Et moi, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye très souvent de mettre en œuvre, moi, à chaque fois, et avec des partenaires qu'on ne connaît pas forcément. Et ça permet de découvrir l'autre différemment aussi. Donc, il faut mettre du jeu partout. On
peut aussi créer des jeux à partir de livres. Nous, on a suivi une formation qu'on avait fait en interne avec l'association Livre Passerelle qui est basée à Tours. Et donc, on avait mis en place avec les ATSEM, avec le centre de loisirs et l'espace ado, avec les animateurs, voilà, sur 2 jours, l'objectif des 2 jours, c'était de créer un jeu à partir d'un livre. Donc, il y a une énorme sélection de livres qui avait été faite et la formatrice, après, avait fait des groupes. On avait fait 2 groupes, un groupe avec, on a créé un jeu pour les plus grands et un groupe où on avait créé un jeu pour les plus petits. Et c'est vrai que, du coup, on découvre nos collègues sous un autre jour et après, on peut utiliser ces jeux-là au quotidien avec les personnes âgées, avec les petits, les deux ensemble. Enfin, voilà, ça reste des supports qu'on a créés nous et du coup qu'on peut utiliser tout le temps, quoi. D'autres questions? Bon, il n'y a plus qu'à. On est surtout s'appuyer sur les ressources que vous avez à la médiathèque départementale. Voilà, effectivement, les ressources et puis les choses. On a pas mal parlé aussi des personnes. Alors on a conscience quand même que les partenariats reposent aussi des fois sur des personnes. Donc du coup, le côté un peu aléatoire des choses. Mais bon, là, il y a des structures plus permanentes, on va dire, la médiathèque, il y a des associations qui sont peut-être plus pérennes quand ils ont des personnes dans les structures et auprès de qui on peut s'appuyer. Mais voilà, on a conscience quand même que ces questions de partenariat, c'est aussi des questions de relations entre professionnels. Voilà, l'importance aussi de ces rencontres, des échanges, et voilà, qu'on rêve un peu. En tout cas, merci Laure, et puis merci à vous de votre présence et puis des échanges qui ont eu lieu. Et puis on reste à votre disposition. Merci. Voilà, si vous avez envie de poursuivre. Merci. On n'a pas envie.